Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Je vous préviens, dès le début de la vidéo, je suis malade. Ce matin, j'avais quasiment plus de voix. Là, par le pouvoir du thé chaud et du miel, j'ai retrouvé un petit peu de voix, mais je suis désolée si ça sonne un petit peu différemment de d'habitude, j'y peux pas grand chose. Mais je suis contente d'avoir retrouvé quelques sons pour pouvoir vous parler d'un film qui me tient à cœur, que je suis allée voir au cinéma cette semaine. C'était clairement la sortie que j'attendais cette semaine et je suis vraiment contente de vous en parler. Je parle bien évidemment du film Don't Worry Darling qui a réussi à se faire remarquer. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Don't Worry Darling est un film qui est sorti le 21 septembre 2022, donc mercredi dernier. C'est un film de 2h03 et c'est un thriller qui est également catégorisé horreur par certains sites. Alors horreur, je ne suis absolument pas d'accord, ce n'est pas un film d'horreur, c'est bien un thriller, ça oui, et je dirais que c'est un thriller d'anticipation, voire un thriller dystopique en fonction de comment vous le percevez, mais ce n'est pas du tout un film d'horreur. À la réalisation, nous avons Olivia Wilde. Olivia Wilde, c'est avant tout une actrice que vous avez pu voir dans le film Tron, l'héritage notamment, mais aussi en 2011 dans Cowboy et Envahisseur, plus récemment dans le film The Lazarus Effect, et qui s'est fait connaître en jouant dans la série Dr House. Elle joue numéro 13, qui est la 13e candidate, donc c'est le surnom qu'on lui donne dans la série. Depuis 2011, Olivia Wilde, elle est également réalisatrice pour des clips vidéo. Elle a notamment fait en 2016 un clip pour Red Hot Chili Peppers, le groupe de musique. Et en 2019, elle a réalisé son premier long métrage qui s'appelle Booksmart, qui est une comédie que personnellement je n'ai pas vue. Elle nous revient cette année, donc 3 ans plus tard en 2022, avec son film Don't Worry Darling, qui lui fait beaucoup plus parler de lui. A savoir pour la petite anecdote qu'elle est également actrice dans le film Don't Worry Darling puisqu'elle incarne le personnage de Bunny, une des femmes qu'il y a autour de l'héroïne principale. Et je suis toujours très admirative et je m'interroge toujours sur comment font ces réalisateurs qui, dans le film qu'ils réalisent, arrivent également à passer de l'autre côté de la caméra et à être acteurs de scène qu'ils dirigent en tant que réal. Je suis toujours très impressionnée par ce tour de force entre guillemets, mais en tout cas là elle est à la fois actrice de son film et à la réalisation de celui-ci. Autre petite anecdote, elle devrait normalement revenir chez Sony ces prochaines années puisqu'elle a signé chez Sony pour le projet du film Spider-Woman. Donc elle devrait normalement être à la tête d'un film de super-héroïne ces prochaines années, mais on n'a pas de date et aucune confirmation autre que cette signature avec Sony. Au casting de ce film, en plus d'elle-même, Olivia Wilde a choisi un ensemble assez éclectique d'acteurs et d'actrices relativement connus. On commence tout d'abord par la très belle Florence Pugh, qui est connue notamment maintenant puisqu'elle a intégré le MCU en 2021 dans le film Black Widow, puisqu'elle incarne la sœur de Black Widow, qui va d'ailleurs la remplacer au sein des New Avengers, ou je sais pas trop comment ils vont appeler ça dans les prochains films, donc elle appartient au MCU. En 2019, elle était dans le film Les filles du Dr March, dont je vous ai déjà parlé, puisqu'elle est dans ce film aux côtés de Star Wars Ronan, qui est apparu dans le film Coup de théâtre dont on a parlé récemment. Et en 2019 toujours, elle était à l'affiche du très célèbre film Midsommar de Ari Aster, qui a énormément divisé, mais qui est quand même un très bon film d'horreur, très particulier, mais très bon. Et concernant son avenir au cinéma, en 2023, elle devrait être à l'affiche du film Dune 2, donc la suite de Dune qui nous arrive l'année prochaine. À ses côtés, nous avons Harry Styles. Donc Harry Styles, ce n'est pas un acteur à la base, c'est le chanteur, enfin un des chanteurs de One Direction, le groupe qui a défrayé la chronique durant les années 2000 et qui s'est séparé ensuite au fil du temps. Ils se sont séparés, chacun a fait de son côté. Et Harry Styles, maintenant, il cherche à lancer sa carrière d'acteur. On l'a notamment vu l'année dernière dans le film Eternals, à la toute fin du film. En fait, il est juste dans la scène post-générique, hein, voilà. En 2017, il était dans un film de Christopher Nolan, puisqu'il est dans le film Dunkerque. Et il nous revient le mois prochain, donc octobre 2022, dans le film My Policeman, qui est une romance avec, je suppose, un policier, mais je n'en sais pas plus. Et pour compléter le tableau, nous avons également Chris Pine. Alors Chris Pine, il a incarné le héros de la nouvelle saga Star Trek qui a commencé en 2009. Et il incarne également le rôle masculin principal dans les 2 films Wonder Woman, celui qui existe, c'est-à-dire celui de 2017, et celui qui n'existe pas, c'est-à-dire celui de 2020. Et l'année prochaine, puisqu'ils ont tous des projets en ce moment, l'année prochaine, Chris Pine, il sera normalement à l'affiche du film Donjons et Dragons, dont on nous a dévoilé récemment la bande-annonce. Je suis très mitigée sur ce projet, ça peut être génial comme ça peut être nullissime, donc pour le moment je ne sais pas, mais en tout cas il est à l'affiche de ce film. Donc on a un casting assez éclectique, assez intriguant, mais qui donne envie d'en savoir plus. Mais le plus intriguant dans ce projet reste le scénario.
Nous sommes dans les années 50 avec les robes des femmes très centrées, vraiment un style à l'American Dream des années 50-60 à cette époque aux USA, et on va suivre Alice et Jack, un couple très amoureux, qui arrête pas de se câliner, etc. On dirait vraiment les débuts d'une relation, c'est idyllique dans leur vie, qui s'installe dans une espèce de ville nouvelle au milieu du désert, où ils ont tout le confort moderne, une super villa, super voiture, super voisin, enfin vraiment la vie idyllique, idéalisée des années 50. Jack travaille pour une entreprise un peu mystérieuse qui s'appelle le Victory Project, et sa femme, Alice, reste à la maison, s'occupe de l'intérieur, voit ses copines, va à la plage et accueille amoureusement son jeune mari le soir quand il rentre du travail. Bref, la vie parfaite de l'American Dream. Cependant, dans ce cadre idyllique, Alice se pose de plus en plus de questions, notamment quand son univers pourtant parfait au premier regard commence à se fissurer. Elle se pose notamment des questions sur le travail de son mari, mais également sur celui de ses voisins et sur comment tous ces gens-là vivent et sur le pourquoi de cette ville, etc., etc. Et c'est là tout le sujet de notre film. Au niveau de la direction artistique, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, l'image est très belle, on sent que tout a été réfléchi, tout a été travaillé, c'est pas on a posé une caméra au milieu de nulle part, voilà. Il y a vraiment tout un intérêt qui a été posé dans la réalisation du film. Et puis surtout, on sent vraiment un côté extrêmement fantasmé autour de ces années 50-60, qui aujourd'hui sont très à la mode avec le retour du vintage, etc. On a vraiment tout le registre du fantasme des années 50-60 américaines. On a notamment à un moment une scène avec Dita Von Teese, donc la très célèbre effeuilleuse, qui est un petit peu le cliché de la pin-up, soit de l'entre-deux-guerres d'ailleurs, soit post-seconde guerre mondiale aux États-Unis. Je trouve que le fait qu'ils aient mis Dita Von Teese au casting, ça en dit très très long sur le choix artistique, les choix visuels et les choix de décor et le choix d'ambiance qui a été fait pour ce film, où on est très 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 ancré dans les années 50-60 et je trouve ça super intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'ils ont fait un choix qui est de se concentrer sur le concept de ville nouvelle, qui est un concept que personnellement j'ai étudié et que je trouve absolument fascinant. En gros, dans les années 50-60, on essaye de repenser la façon de vivre des gens et notamment comment l'urbanisme peut s'adapter à la façon de vivre des gens ou même modeler la façon de vivre des gens, et tout le concept des villes nouvelles apparaît. Il y en a plusieurs dans le monde aujourd'hui, la plus connue c'est un projet qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour réellement, c'est le projet Epcot qui était porté par Walt Disney. Donc Epcot c'est un sigle, c'est Experimental Prototype Community of Tomorrow, donc le projet expérimental de la communauté de demain, la façon de vivre de demain. C'était porté par Walt Disney et ce qu'ils appelaient ses Imagineers, donc c'était toute une équipe qui avait autour de lui qui essayait de penser le monde de demain. Et Epcot, aujourd'hui, c'est devenu un parc Disneyland, mais à la base, c'était supposé être une ville habitée, pensée comme la ville idéale et organisée pour correspondre à un mode de vie complètement idéalisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a cours massivement dans les années 50-60 avec des gens, des architectes, notamment Le Corbusier, qui essayent de penser la ville de demain. On harmonise tout, on harmonise les transports, on harmonise les zones où on achète, le travail, le lieu de vie, le lieu de loisir. C'est-à-dire que chaque zone de ces villes, chaque fonction de ces villes sont reliées entre elles pour essayer d'harmoniser la façon de vivre des gens et essayer d'atteindre l'idéal en fait, la ville idéale, c'est vraiment l'objectif. Certaines de ces villes existent encore aujourd'hui, notamment la ville de Auroville en Inde, qui a été créée en 1968 et qui est encore habitée aujourd'hui, qui est là encore un urbanisme complètement idéalisé, et également la ville qui a été pensée par Le Corbusier, qui est un architecte français, et qui est également en Inde, apparemment c'était des projets qui étaient très centrés sur l'Inde, qui est la ville de Chandigarh, qui a été créée en 1966 et qui elle aussi existe encore aujourd'hui. Donc c'est des projets qui ont vraiment existé, qui sont vraiment en résonance avec ce qu'on nous montre dans le film, et j'ai trouvé ça super intéressant et super bien pensé, notamment la petite maquette qu'on voit apparaître plusieurs fois dans le film, c'est exactement ça en fait, et ça j'ai juste adoré parce que c'est un sujet qui personnellement m'intéresse énormément. En plus de ce cadre qui a vraiment été pensé et qui est vraiment très intéressant, ils ont aussi fait particulièrement attention à leur façon de filmer, là plus pour coller à l'ambiance qu'on veut donner dans le film, notamment une ambiance qui est très étouffante et très oppressante autour du personnage principal et donc autour de nous, spectateurs, et ça ils l'ont fait avec une caméra qui est très proche, très physique, je sais pas comment dire, c'est très intrusif la façon dont sont filmés les personnages, notamment l'héroïne principale et le héros, son mari, c'est très intrusif, c'est très invasif dans le quotidien, c'est très invasif dans la vie de tous les jours, on est présent dans tous les petits gestes du quotidien et on est très proche visuellement des personnages. Il y a aussi un traitement qui est relativement froid. La façon dont la caméra filme les acteurs, c'est pas émotif, c'est assez froid, et tout ça, ça joue au fait qu'on se sent assez oppressé et assez mal à l'aise, d'autant plus qu'ils insistent énormément sur l'alcoolémie des personnages. L'alcool est un sujet central, on va revenir dessus dans les thèmes du film, mais même visuellement, l'alcool est un sujet central. Il est présent dans quasiment toutes les scènes du film. On sent une sorte de pression, une sorte d'habitude sociale, une sorte de
de gimmick récurrent qui est lié à cette alcoolémie, qui est dans toutes les scènes, qui est très présente. La façon dont les personnages interagissent avec cette relation à l'alcool est très intéressante et visuellement c'est montré et j'ai trouvé ça très intéressant et assez marquant d'ailleurs. Et même d'une manière générale, la photographie est pas mal pensée sur le concept du tableau, c'est-à-dire que c'est assez vivant quand les personnages évoluent, mais on a quelques moments qui sont un petit peu des moments tableau où on nous montre le désert, où on nous montre la maison, où on nous montre cette espèce de rond-point d'où tous les hommes partent le matin quand ils vont au travail et ces femmes qui leur disent au revoir chacune devant leur maison, chacune avec une espèce de couleur attitrée. J'ai trouvé ça extrêmement visuel, extrêmement bien pensé, extrêmement intéressant aussi, et très publicitaire si je puis dire, et ça fait notamment écho à ces publicités des années 50-60. Et ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'essayent de faire d'autres films sans vraiment y aboutir forcément. Ça m'a fait penser au film Big Bug qu'il y a eu récemment sur Netflix, qui pareil voulait s'inscrire dans un univers années 50-60, version futurisée un petit peu, mais bon, il était totalement dans l'échec par rapport à ça, j'ai pas du tout aimé ce film, je l'ai pas du tout trouvé intéressant, mais le message de base était un petit peu là-dedans, s'inscrire dans cette esthétique-là. C'est ce qu'on va retrouver dans le film The Voices. Alors on n'est pas vraiment dans les années 50-60, mais on voit ce côté très esthétisé et décalé par rapport aux propos du film. The Voices, c'est un film qui est par ailleurs excellent avec Ryan Reynolds, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande. C'est pas du tout le même ton que ce film-là, c'est un film d'horreur assez gore, mais sur un ton complètement décalé, complètement rose bonbon, etc. Il y a un petit peu cette même volonté d'associer une esthétique très forte, relativement colorée, relativement bonbon, un petit peu années 50-60 aussi, et de l'associer à quelque chose de complètement décalé et une ambiance étouffante, presque angoisse si vous voulez. Et ça me fait aussi penser à un film dont on a parlé récemment, également sur Netflix, qui est Spiderhead, qui était pas mauvais mais qui n'aboutissait pas du tout son concept. Là, ils vont jusqu'au bout. En fait, là, dans ce film Don't Worry Darling, ils aboutissent complètement leur concept, c'est ce qui fait que, déjà esthétiquement, au niveau de la direction artistique, le film est réussi, mais pas seulement esthétiquement. Par contre, si beaucoup d'intérêt a été accordé à l'esthétique visuelle du film, je trouve que beaucoup moins d'intérêt a été porté pour la musique. Elle est assez transparente, assez inexistante malheureusement, elle accompagne sans réellement être actrice. La musique n'est pas vraiment importante en fait, tu n'y fais pas attention. Moi-même je me suis rappelé à un moment dans le film, je me suis dit « Oh, il y a de la musique ? Ah oui, il y a de la musique. Ouais, il y a de la musique. Ouais. » Elle est pas particulièrement intéressante, elle a pas vraiment d'intérêt pour le film, elle accompagne les scènes, elle accompagne, mais l'ambiance est dirigée par le visuel, c'est l'ambiance visuelle qui prédomine et la musique est juste là pour suivre le mouvement. Il y a même des moments où il y a de la musique, il pourrait ne pas y en avoir, c'est juste vraiment en fond sonore, clairement. Et personnellement, j'ai vu le film en VO, je trouve pas que la VO apporte quelque chose de plus, enfin, je ne pense pas, puisque je n'ai pas vu la VF, mais je ne pense pas que la VO apporte quelque chose de plus que la VF. Globalement, je pense que ce sont les mêmes dialogues, le sous-titrage était pas mauvais, voilà pour la VO. Au niveau du rythme, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a vraiment un rythme typiquement thriller, avec un mystère à résoudre et un aspect enquête qui n'est pas du tout porté par un enquêteur, hein. Là on suit notre héroïne, c'est notre héroïne qui se pose des questions et c'est notre héroïne qui essaye d'y répondre toute seule comme une grande, hein, clairement, mais il y a vraiment un rythme thriller avec des indices initiaux, le fait qu'on réalise qu'il y a un mystère qu'il faut résoudre, des potentielles victimes, on n'est pas sûr mais il y aurait potentiellement un danger immédiat, plus on se questionne, plus le mystère est épais. Et ça c'est un rythme qui est typique thriller et ça c'est le rythme qu'on retrouve dans le film et c'est ce qui fait que le film est extrêmement bien rythmé. Parce que clairement, tous les échelonnages et tous les moments du film s'enchaînent assez naturellement dans la démarche d'un thriller et dans la démarche où on aboutit à la fin, à la révélation finale, qui n'est d'ailleurs pas du tout celle à laquelle on s'attend et c'est super bien écrit de ce côté-là. Mais en plus, plus on essaye à avoir une réponse, plus le mystère est épais. Et ça, c'est tout l'intérêt d'un thriller. On doit avoir le sentiment que l'enquêteur, ici notre héroïne qui n'est pas une enquêtrice, mais comme je l'ai dit, qui essaye de répondre à sa question, se débat dans le noir. Et ça, c'est très important pour créer l'intrigue, pour créer le côté oppressant. Et ce côté oppressant est déjà créé par la dimension extrêmement fantasmée de cet univers, extrêmement poussée à l'extrême, et puis très oppressante avec cette espèce de société où tu vis limite avec tes voisins. C'est très très oppressant, en tout cas moi, pour la solitaire associable que je suis, c'est extrêmement oppressant. Et en plus, il y a cette dimension de mystère où plus tu essayes de répondre à tes questions, moins tu as de réponses. Et là, vraiment, ça nous tient en haleine jusqu'à la fin du film. Et résultat, plus le mystère est épais, plus on fait des hypothèses, et tout l'intérêt d'un film, c'est que nos hypothèses ne se révèlent pas justes, et là, on a le plaisir d'être surpris à la fin. J'adore les twists finales. J'adore, c'est ma passion. J'adore les films qui arrivent à mettre en place un bon twist final. C'est-à-dire un twist final que moi j'ai pas vu venir, malgré tous les films de twist final que j'ai vus avant. Et là, il y a un twist final que je n'ai pas vu venir, et il est très plaisant. C'est ce qui fait aussi que c'est assez difficile de parler du film, parce que il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce twist final, en fait, et qui donne envie d'ailleurs de revoir le film, ce qui est très très bon. Un bon film à twist final, le twist donne envie de le revoir. Pour revoir tous les indices que tu as ratés qui t'ont mené à ça, enfin qui auraient dû te mener à ça, mais tu n'as pas eu l'idée. Clairement, là il est très très bien fait, et c'est ce qui fait que la fin est une apothéose. En plus de l'action qui monte en crescendo, la fin est une apothéose, c'est-à-dire que
Tout le film est une oppression de conventions sociales, de soirées et de ce côté envahissant où on est constamment entouré par des gens, pour en arriver à, finalement, cette rupture complète avec ce que tu penses savoir, et le twist final qui est très très bon, et ça fait extrêmement plaisir. Donc ici, en fait, le rythme dépend vraiment du fait que ce soit bien écrit, et la fin est extrêmement bien écrite, mais tous les personnages sont plutôt bien écrits d'ailleurs. Petit big up au personnage de Bunny, le personnage incarné par la réalisatrice elle-même. J'ai beaucoup aimé son personnage et j'ai beaucoup aimé ce que son personnage représente dans l'intrigue. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant qu'ils aient ajouté ça à la foisonnance de l'intrigue qui est déjà assez importante. J'ai trouvé que la ligne de ce personnage était très intéressante et rajoutait vraiment quelque chose. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas le but, mais en tout cas je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Ce qui est également très intéressant dans ce film, c'est qu'on ressent un ensemble d'influences qui font écho aux thématiques qu'il aborde, mais dans d'autres genres. Et le film réussit, tout en faisant écho à tous ces films-là déjà existants, qui sont pour certains de très bons films, réussit à créer sa propre identité et je trouve ça très très bon. Que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit au niveau de la façon dont c'est écrit, ça m'a fait penser à plein de choses. Ça m'a fait penser à l'excellent film Suburbicon, qui se passe aussi dans cette espèce de années 50-60 fantasmée, cette espèce de neighborhood, comme ils disent aux États-Unis, donc le voisinage, l'espèce de quartier, la community, vous voyez. Suburbicon l'aborde d'une façon comique, qui est d'ailleurs très drôle, hein, moi j'aime beaucoup ce film. C'est un peu la même thématique. Ça m'a fait penser, bon, comme je vous l'ai dit, au film Spiderhead. Ça m'a aussi beaucoup fait penser au film Vivarium, ce côté oppressant et ce côté aussi quartier dont tu ne peux pas partir, qui te garde en espèce d'otage. Voilà, ça m'a fait aussi beaucoup penser au film Vivarium. Pareil, le côté community, ça m'a fait penser au très bon Rosemary's Baby. C'est des thématiques qui sont souvent abordées. Ça m'a fait penser au Truman Show également. Vous voyez ce côté, j'appartiens à la communauté, mais il y a quelque chose qui cloche dans mon univers en fait, clairement. Je trouve cette thématique extrêmement intéressante et finement abordée par tous les films dont je vous ai cités, sauf Spiderhead qui est pas fin, mais finement abordée dans tous les films que je vous ai cités. Et d'autant plus finement abordé dans le film Don't Worry Darling. Puis après, il y a aussi des échos à ce qu'on peut aborder dans la série Black Mirror, il y a aussi des échos à ce qu'on peut aborder dans la saga Matrix. C'est très intéressant ce qu'ils font dans ce film, c'est très intéressant parce que ça a sa propre identité, mais ça m'a fait penser à plein de choses et ça m'a fait surtout penser à plein de très bonnes références. Et concernant le message du film, malheureusement, il est très compliqué de vous parler du message sans vous spoiler le film, et c'est pas quelque chose que je souhaite faire, mais je peux dire que le message est intéressant déjà parce qu'il est multiforme. Le film aborde avec subtilité plein de thématiques, que ce soit la place de la femme, que ce soit le fantasme autour des années 50-60 qu'on va voir dans nos sociétés actuelles, du coup que ce soit notre rapport à la modernité également, puisque en abordant le fantasme des années 50-60, on aborde nécessairement déjà une période où la modernité a été érigée en idéal collectif, mais également la modernité qu'on a aujourd'hui qui nous fait fantasmer ces années passées. Nécessairement, de par le relationnel entre les deux personnages principaux, on aborde le couple, les relations de couple, les relations hommes-femmes, les relations avec le voisinage et la communauté également, les relations de sociabilité, les codes de la société, l'espèce de pression sociale qu'on peut avoir, et au-delà de la pression sociale, toutes les dérives des termes community qu'on peut avoir aux États-Unis, qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en France, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, que ce soit les dérives complotistes, les dérives de sectes, les dérives un petit peu où des parties de la population peuvent se dissocier de d'autres et tourner un petit peu en circuit fermé, on va dire. Par la pression sociale, on aborde également le culte de la réussite qui est extrêmement présent aux États-Unis et qui est également présent dans nos sociétés européennes, mais c'est surtout quelque chose qui touche beaucoup les États-Unis, le culte de la réussite, le culte du self-made man, le culte de l'entreprise, porter l'entreprise, faire partie de l'entreprise, être un élément moteur de l'entreprise, tout ça c'est des thématiques qui sont très brassées aux États-Unis, qui sont très importantes et qui nous impactent aussi par le transfert culturel qu'il y a entre ce pays et le nôtre, clairement. Et puis la question centrale qui nous est d'ailleurs posée par l'affiche, c'est quel est le prix de la perfection, quel est le prix de la tranquillité, quel est le prix d'atteindre le fantasme, quel est le prix de réaliser le fantasme, quel est le prix de réaliser la perfection, l'objectif, quel prix on paye pour atteindre la perfection qu'on s'imagine. Quel prix on paye pour ça? Et ça, c'est vraiment le thème central du film et c'est ça qui est très intéressant et qui est très intéressant à extrapoler une fois que t'as fini le film. En fait, une fois que t'as fini de visionner ce film et que t'as eu le twist final, t'as beaucoup de questions. T'as beaucoup de questions et t'as beaucoup de réflexions qui te sont apportées par ce film et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Parce qu'en soi, même si ça parle des années 50-60, c'est super actuel et c'est super pertinent. Donc si je fais le bilan, j'ai beaucoup aimé ce film, je n'ai pas été déçue, je n'ai pas eu ce que je m'attendais à voir, j'ai eu beaucoup plus que ce que je m'attendais à voir d'ailleurs, parce que je trouve que la communication autour du film est pas forcément idéal par rapport aux thématiques qui brassent. Et que ce soit le titre en fait, Don't Worry Darling, que je trouve par ailleurs pas très bien trouvé par rapport au film, je vois à quelle scène ils font référence dans le film, mais je le trouve pas top, soit la communication qu'il y a eu autour du film, même la bande-annonce qui est pas hyper transcendante et qui est pas très motivante je trouve, que ce soit l'affiche qui pareil m'inspire pas des masses, je pense qu'ils auraient dû plus miser pour leur communication autour du film sur l'univers années 50-60 qui nous est présenté dans le film, qui est très tendance, qui est marquant et qui est intéressant et qui peut titiller le public en fait, plutôt que la communication qu'ils ont tournée principalement autour de la relation de couple. Je comprends pourquoi ils ont pu faire ce choix, mais je pense pas que ce soit le choix le plus pertinent pour attirer les gens vers le film. Disons que personnellement c'est pas l'angle d'accroche que j'aurais choisi.
mais du coup, personnellement, j'ai eu une très bonne surprise parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en ayant vu la bande annoncer le titre, et j'ai été agréablement surprise. Mais il faut faire la démarche d'aller voir le film pour avoir cette bonne surprise. Maintenant, je trouve que ce soit la réalisation, la photographie, l'écriture qui est très intelligente, très intéressante, les messages du film qui sont très intéressants, et cette fin, ce twist final, très très bien maîtrisé, j'en suis extrêmement contente. Je suis extrêmement contente d'avoir vu ce film, je le trouve très intéressant, très pertinent. Je pense que je le reverrai justement du fait de ce twist final qui me donne envie de revoir le film, je pense que je vais le recommander autour de moi, et je pense que je vous le recommande. Ne vous laissez pas influencer par le titre ou l'affiche qui ne sont pas forcément intéressants de prime abord, je trouve personnellement. Laissez sa chance au film, c'est une dystopie, anticipation, un peu angoissante, un peu thriller, qui est très intéressante, qui est très bien menée, qui est visuellement très belle, avec des personnages intéressants et bien écrits, avec un twist final qui est bien écrit, ça vaut le coup. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur Don't Worry Darling jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo était intéressante et que ma voix n'était pas trop désagréable à écouter. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous pour me dire si le film vous tente, si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé ou pas, et me dire pourquoi. C'est toujours la partie la plus intéressante d'une vidéo, d'échanger sur le film. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également penser à vous abonner juste en dessous, c'est gratuit et ça fait également plaisir. Et activer la cloche, comme ça vous êtes tenu au courant des vidéos, des posts communautaires et des lives. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, comme toujours. Et nous, on se dit à très vite. Oh, je vais souffler. Attends, non. Sérieux, s'il te plaît. Je suis bête. C'est du thé. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Eh ben oui, mais non. Je fais des bêtises, tu descends. D'elle-même, Olivia. Pour en arriver à cette rupture. C'est pas une bonne conclusion de vidéo, ça. J'espère vraiment que ça s'entendait pas trop que j'étais malade. Puisque vous adorez mes pubs pour les mugs, c'est toujours pas des placements de produits, mais si une entreprise de mugs veut me sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Ce mug là est trop cool parce que regardez, bon, il y a mon sachet de thé dedans, mais c'est une citrouille qui se referme. C'est cool, hein. C'était la pub du jour. Il faudra qu'un jour je vous fasse une vidéo sur ma collection de mugs, ce serait beaucoup trop drôle. Mais en fait, vous les avez déjà tous vus, donc ce serait pas super intéressant, mais ce serait très drôle à faire. Je vais faire une sieste. Je vais faire une sieste. Ouais. J'ai une autre vidéo à filmer, mais je vais faire une sieste. Désolée. Cette rupture.